L'interview matinale première partie, un invité ce matin. Alors là, on va voyager aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. On va voyager en compagnie de Jiang San. On peut aussi l'appeler Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, salut. Salut, ça va? Ben ça va. Et toi? Ça va, ça va. Ouais. Alors je disais, on va voyager parce que, on peut le dire, le voyage est un peu inscrit dans ta vie. C'est quelque chose qui est là, présent depuis toujours, presque d'ailleurs. Parce que bon, à la base, tu es bordelais. Moi, ouais, je suis né à Bordeaux. Voilà, mais tu as un peu exploré le monde aussi? On peut dire ça, oui. Enfin, c'est au départ, je suis né à Bordeaux. Ensuite, mes parents sont partis vivre au Pérou. Donc, on a habité au Pérou pendant quelques années. Je suis revenu, j'avais 5-6 ans par là. Et donc, je parlais déjà espagnol quand je suis revenu. Et l'idée du voyage, je pense, m'a pas quitté à partir de ce moment-là. Donc après, voilà, l'idée c'est que bah, tu reviens en France, tu fais ta scolarité, patati Mm. patatou, et la vie, ta scolarité, tes choix t'amènent jusqu'en Chine. Oui, Assez tôt, t'as quel âge la première fois que tu vas en Chine, vraiment, que tu découvres la Chine? j'avais 20 ans à l'époque. Attends. J'ai commencé à faire du chinois à 15 ans au lycée du Mirail à Bordeaux. Ma sœur, à l'époque, habitait déjà en Chine parce qu'elle travaillait là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, à ce pays et quand j'y suis allé, j'avais 20 ans, donc je faisais déjà la fac à Bordeaux de chinois. Et 20 ans, on est à quelle époque? C'est quoi? C'est 1900, 2000? C'est 2000. 2000, pile Ouais, parce que poil. je suis né en 1980, donc c'est en 2000. Et en Chine, tu y vas pour les études, pour découvrir la Chine, pour aller voir ta sœur? Alors, c'était un peu entre les 2. J'y suis allé pour savoir ce que j'apprenais parce qu'en apprenant une langue comme ça, depuis Bordeaux, c'est pas évident de se rendre compte de ce que le pays est et c'était pour visiter ma sœur évidemment. Et oui, pour faire des études aussi. J'ai fait des études de chinois la première fois que j'y suis allé, mais ça avait duré que un mois ou 2 la première fois. Parallèlement à ça, il y en a autre chose dans ta vie, la musique, Ouais, une rencontre avec une guitare dans l'adolescence. ouais, on peut dire ça, ouais. Elle Quand t'a j regardé, tu l'as regardé. Non, c'est pas tellement ça, c'est quand j'avais 15 ans, oui, j'ai commencé à m'intéresser, enfin, je faisais déjà de la musique. J'ai commencé la musique quand j'avais 7-8 ans, je faisais du violon. Ensuite j'ai laissé tomber et vers l'adolescence, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la musique et donc enfin recommencer et c'est la guitare qui m'a intéressé à ce moment-là. Parce que me permettait en fait, de crier mes angoisses, d'adolescent. Donc j'ai commencé à d'abord chanter dans le groupe du lycée et puis quand le guitariste du groupe est parti, j'ai commencé à jouer de la guitare et j'ai commencé la guitare, sans savoir ce que je faisais. C'est-à-dire que je connaissais pas d'accords, je connaissais rien, donc j'ai commencé à acheter des livres et à regarder comment ça fonctionnait, apprendre des accords et c'est comme ça que j'ai appris la guitare, au début en tout cas. La musique et la Chine, deux rencontres, enfin deux parcours qui vont à un moment donné fusionner, puisque tu fais des études de chinois, ton premier job, tu le trouves en Chine. Là, ça n'a encore rien à voir avec la musique, Mmh. d'ailleurs. Ouais. Par contre, ça te permet de découvrir la scène chinoise, la scène musicale chinoise. On est milieu des années 2000 à ce moment-là. Non, non, c'est à peu près au même moment. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé là-bas, ma sœur connaissait déjà de des Français qui s'intéressaient à la musique locale et qui, eux, m'ont amené, dans les bars de Pékin pour découvrir la musique underground de Pékin de l'époque. Mais alors, à quoi ça ressemble la musique underground de Pékin à l'époque? Alors à l'époque, le rock c'est relativement, enfin c'est pas tout à fait nouveau, mais à Pékin, en tout cas le rock est démocratisé, c'est-à-dire qu'il est partout, dans les bars, chinois et il y a énormément d'endroits, enfin pas énormément, mais quelques endroits où on peut écouter de la musique rock, du punk, du hard rock, du métal et cetera et de la musique folk aussi, ce qui va vraiment m'intéresser en fait. J'ai commencé à m'intéresser à un endroit particulièrement qui s'appelle le River Bar. Et de ce bar, en fait, est sortie toute la génération folk, underground de la Chine, qui est aujourd'hui beaucoup plus connue. D'accord. Et à l'époque, ces gens-là n'étaient pas connus, n'étaient pas, du tout diffusés, en Chine. Voilà. Tu parles de rock, c'était la musique que tu écoutais toi à l'époque, en fait, aussi, ou c'est aussi en même temps une autre découverte? En fait, j'ai commencé à m'intéresser au rock quand j'avais 13-14 ans et par extension, quand je suis arrivé en Chine, je voulais retrouver la même chose. Je me suis dit: D'accord. Qu'est-ce qui existe ici qui est similaire à ça?» Ou à ce que j'avais commencé à faire avec ma guitare au lycée et cetera.
Et c'est en m'intéressant à ça que je suis tombé sur des endroits, par l'aide des amis de ma sœur, qui, avaient des groupes qui faisaient ce genre de choses, mais qui avaient aussi un côté chinois, local, fort, quoi. Oui, j'imagine que le rock, on se l'approprie, on fait pas, du rock de la même manière en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne. Donc là, j'imagine qu'en Chine, il y a aussi une manière de faire. Est-ce que c'est réellement différent ou il y a une envie plutôt d'imiter les grandes vedettes, Bah, il y a un peu les 2 parce qu'il y a, le courant rock qui commence, en Chine dans les années 80. Alors j'ai une histoire assez intéressante parce que j'ai un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Eddy. Eddy, c'est, quasiment celui qui a commencé le rock en Chine. D'accord. Eddy était le fils de l'ambassadeur du Madagascar. Il a quel âge aujourd'hui, Eddie? Oui, bah, il a pas loin de 70 ans. Oui, voilà, ouais, c'est Mais il était le fils du premier ambassadeur, de Madagascar en Chine. d'accord. Et donc il est arrivé en Chine dans les années 70. Et dans les années 80, il a, rencontré quelqu'un qui s'appelait Tzu Etienne, qui est devenu celui qu'on appelle aujourd'hui le godfather du rock, c'est-à-dire le parrain du rock chinois, qui est celui qui a démarré le rock en Chine dans les années 80. Heu, un peu, enfin, il faut savoir aussi qu'à l'époque, en fait, la Chine s'ouvre, intellectuellement et commercialement. Le premier artiste international qui arrive en Chine dans les années 80, c'est, Jean-Michel Jarre, qui Ah fait oui. un concert, à Pékin, qui est très bon d'ailleurs, c'est un de ses meilleurs albums. Et ensuite, il y a Wham! Qui arrive en 86. Ouais, c'est grand écart. Voilà, donc ça, c'est les deux grands groupes qui ont déclenché, en fait, d'une certaine façon, l'arrivée de la musique occidentale, en Chine. Et Tzu Etienne qui à l'époque, traîne dans les soirées, d'étrangers, à Pékin, rencontre Eddy et ensemble ils décident de faire un groupe qui s'appelle ADO. Et de ce groupe-là va naître le Tzu Etienne Group, et qui va, en fait, commencer la musique, rock, en Chine, quoi. Tu es resté 20 ans en Chine, hein. Aujourd'hui, tu es revenu là en ce moment, enfin, tu es à Bordeaux, Ouais. à nouveau. Tu es resté 20 ans en Chine, donc Plus j'imagine plus de 20 que ans, ouais. Enfin, après j'ai fait des allers-retours, mais je suis resté la plupart du temps en Chine, ouais. donc à ce moment-là, j'imagine que ton parcours enfin ta connaissance de tout ça va se renforcer, que tu vas peut-être passer de spectateur à musicien. Oui, parce qu'en fait, dès que je suis arrivé j'ai développé un intérêt très fort pour, ce qui se passait localement, et j'ai été voir plein de concerts différents, et notamment je me suis intéressé aussi à la musique classique chinoise. Je suis donc allé à l'opéra de Pékin, et c'est là que j'ai découvert un instrument qui s'appelle le zhonghuan, qui est un instrument chinois à 4 cordes que j'ai acheté. J'en ai acheté d'autres, j'ai acheté une pipa, j'ai acheté des différentes et cetera. Pardon, c'est celui que tu as amené avec toi là? C'est celui que j'ai amené avec moi, oui. Le zhonghuan, ouais, donc il y a 3 types de yuan. Il y a le petit, le xiaoyuan, le zhonghuan, le milieu, et le taiyuan, le grand. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tessitures différentes. Il y a le petit, c'est, aigu, milieu, c'est son, médium, et puis, son, basse, le grand, quoi, voilà. Donc tu t'achètes une médium, tu découvres ça. Voilà, donc je découvre ça et je me dis, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose avec ça, quoi, de moderne? À l'époque, beaucoup d'instruments chinois sont sinon oubliés, en tout cas très peu mis en valeur, parce que la Chine sort d'une époque où tout ce qui est, instrument chinois n'intéresse plus vraiment, les gens. Au Et quelle époque à peu près à cette période? là, bah, toujours en 2000, hein, par là, ouais. Toujours Ça 2000? ça Ah oui, ça ça se passe dans la même année, quoi. ah oui, ça va Même très dans les vite. premiers mois, ouais, ouais, ça se passe très vite. Les choses se font très vite en Chine. On rencontre des gens très vite. Et je me mets, à me dire, «Je vais essayer de faire quelque chose avec ça». Donc je m'inspire aussi d'artistes, folk locaux, de leur façon de chanter, et j'intègre ça pour chanter en chinois. Parce qu'il y a un autre truc que je me dis à l'époque: «Pourquoi tout le monde chante en anglais? Tout le monde chante Mmh. en français?» J'en avais un peu marre d'entendre tout le temps la même chose, et je me disais: «Je vais essayer de chanter en chinois pour voir ce que ça donne». Là, on arrive déjà à la fin, je suis désolé de la première partie de l'interview, mais alors je suis encore désolé, je t'avais dit qu'on n'aurait peut-être pas le temps d'écouter un morceau, mais j'aimerais bien qu'on écoute justement, pas forcément non, un titre où tu chantes en chinois qu'on diffusera dans la matinale. D'accord. Pas on fera une partie live dans la deuxième partie, Mmh. mais là, on va écouter un morceau que j'irai choisir. Tu me diras sur internet Ça sur va. votre période. OK. On ait un peu une idée de ce qui se passait à l'époque pour que D'accord, d'accord, ça marche. et après, on se retrouvera dans la deuxième partie parce que j'aimerais bien qu'on parle de cette aventure que tu as vécue
avec, alors on dit bien, voilà, une ethnie, les Nashi, Oui. où là, tu es rentré dans une découverte d'une culture avec des choses assez incroyables qui se sont passées. Et on en parlera dans la deuxième partie, et notamment des concerts avec un orchestre philharmonique. Enfin bon, Ouais. on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, écoutons un peu de musique. Donc un morceau qui correspond à peu près à l'époque que tu viens de décrire. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Jean-Sébastien Herry, que vous pouvez aussi découvrir sous le nom de Jang San, D-J-A-N-G, plus loin S-A-N, sur YouTube, Facebook. Musicien français, vécu en Chine, il a vécu en Chine pendant une vingtaine d'années. Il revient aujourd'hui avec dans ses bagages des aventures absolument incroyables, des découvertes musicales, une pratique musicale aussi qui s'est enrichie, passant de l'expression pop-rock de ses années lycée à un univers bien plus étendu, que ce soit au niveau des instruments, que des styles, que des rencontres aussi. On en parlait tout à l'heure, Jean-Sébastien. Notamment, donc, ce parcours qui t'amène, tu vas nous dire d'ailleurs, il y a combien de temps, à rencontrer une ethnie, les Nashi. Nashi, c'est ça? C'est ça, les Nassi, ouais. Nasi, voilà. Nasi, N-A-I-X-I. Oui, parce que c'est en... se renseigner. Ouais, c'est en conscription après pinyin chinois, donc c'est pour ça que c'est écrit XI.
Parce que j'ai vu donc sur YouTube, effectivement, un documentaire qui a été nominé, sélectionné au documentaire du film asiatique de Vesoul, C'est ça, le FICA, FICA. voilà, où tu témoignes de cette rencontre et de cette aventure musicale et humaine. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi le point de départ de cette rencontre? Le point de départ, c'est un projet culturel français en Chine, créé par le consulat de Chengdu, qui est une ville du sud de la Chine, consulat français de Chengdu et l'ambassade de France, et ainsi que l'Institut français, qui ont décidé d'investir dans un projet culturel de collaboration musicale entre un Français, musicien, et un des orchestres les plus anciens de Chine. Et donc là, ils t'appellent, ils entendent 06, ils font Allô, Jean-Sébastien. À peu près ça, ouais. Enfin, bon, en Chine, on utilise WeChat beaucoup, donc c'est plutôt comme ça que ça se fait. Mais bon, ils m'ont appelé et ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse de faire une collaboration comme ça? J'ai dit oui tout de suite parce que j'avais déjà entendu parler de l'orchestre. Le but était de faire un concert pour la fête de la musique en écrivant des morceaux avec l'orchestre et pour l'orchestre. Mais cet orchestre, donc j'imagine qu'il a une spécificité, une singularité. C'est pas juste un orchestre sorti du chapeau comme ça. Non, c'est un orchestre qui existe depuis très longtemps et c'est aussi un orchestre qui porte en lui en fait une musique très ancienne, qui est une musique qui a été apportée dans le Yunnan, donc dans le sud de la Chine, par les Mongols à peu près au XIIe ou XIIIe siècle. Et c'est la même musique donc qui se perpétue comme ça. Alors oui, a priori, c'est la même musique, avec quelques variations près, mais le but de l'orchestre, c'est évidemment de jouer à peu près fidèlement ce qui se faisait il y a des centaines d'années. Alors nous, l'orchestre, on imagine les violoncelles, les violons, la section de cuivre, etc. À quoi ça ressemble un orchestre justement chez les Nassi? Alors l'orchestre Nassi de Litian, alors ça s'appelle le Taien Litian Yuan, et c'est en fait un orchestre qui est composé essentiellement d'instruments chinois et d'instruments Nassi, puisque la musique qu'il joue a été importée d'ailleurs, du nord de la Chine, et c'est mélangé avec la musique locale. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des instruments anciens locaux et des instruments anciens d'ailleurs de Chine. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives, ta première rencontre avec eux? Parce que j'imagine que est-ce que eux, ils ont appuyé cette proposition ou c'est quelque chose qu'on leur a fortement suggéré, on va dire? Non, ça a été décidé par les organisateurs de l'orchestre, et puis proposé par les pouvoirs culturels français en Chine, qui voulaient créer quelque chose avec un orchestre qui a eu une importance diplomatique dans les années 90, puisqu'ils voyageaient un peu partout en Europe et dans le monde D'accord, ah à oui, cette donc ils époque-là. ont quand même, oui, c'est pas Ils ont un l'orchestre. passé, ils ont un passé en fait connu en Europe au niveau culturel, puisque c'était peut-être le premier orchestre qui sortait de Chine à l'époque. D'accord. Dans les années 90, 80, il me semble que c'était vers 95 par là. C'était le premier orchestre de ce type qui sortait de Chine. Donc ils ont joué pour le roi de Suède, ils ont fait une tournée en Angleterre, ils ont fait énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire quelque chose avec eux. Donc tu arrives et qu'est-ce que l'idée c'est quoi? C'est que tu vas composer des choses en te basant sur les instruments ou c'est un travail plus d'échange, de collaboration? Comment ça s'organise? L'idée, c'était vraiment de créer de la musique nouvelle avec eux, Et en qu'est-ce que tu apportes s'inspirant. toi justement? Et ben, le truc, la raison pour laquelle ils m'ont choisi, c'est parce que je jouais déjà des instruments chinois depuis longtemps. Oui, d'accord. Puisque j'ai commencé à en jouer enfin, vraiment en 2000, quoi, par là. Enfin, vraiment en 2000, dans cette année-là. Et donc, j'avais déjà une expertise sur les instruments chinois qui me permettait aussi, avec la langue, puisque je parle chinois, de m'adapter facilement à leur musique. Et puis de comprendre peut-être plus facilement que d'autres comment fonctionne leur musique. Même si la plupart parlaient ou parlent le dialecte ou la langue nassi, donc ils parlent pas forcément très très bien chinois, j'ai pu quand même apprendre quelques mots de nassi et j'ai pu réussir à communiquer avec eux. On se comprenait quand même, quoi. Et je parlais aussi, même, enfin, je comprenais au bout d'un moment, même si leur chinois n'était pas vraiment à un niveau de chinois de ville, quoi. Et je comprends, enfin, au fur et à mesure, j'apprenais à comprendre leur accent, quoi. Ce qui permettait de leur parler directement sans traducteur ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment tout fait
pour avoir un contact direct sans avoir besoin de personne, quoi. Je parlais d'un documentaire, j'évoquais donc ce documentaire avec un nom, c'est Oreilles immergées et yeux teints, C'est ça. qui est une expression en fait qu'ils utilisent assez couramment. Voilà. Donc il parle à chaque fois que je faisais en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que pour faire la collaboration, C'est ce que j'allais te demander. voilà, je me suis dit, comment faire pour rentrer dans leur monde? Ouais. Comment faire pour qu'ils m'acceptent et que je puisse créer quelque chose avec eux? Donc je suis allé chez chacun d'entre eux et je les ai filmés, en les interviewant. Donc je leur posais des questions sur leur vie, sur pourquoi ils faisaient cette musique, d'où ça venait, où ils étaient nés, comment ils étaient venus à la musique et en fait, quelque chose revenait à chaque fois. C'était, j'ai appris la musique, en ayant les oreilles immergées, les yeux teints et presque chacun d'entre eux a dit ça. Ça veut dire, en fait, ils ont appris intuitivement et parce qu'ils apprennent aussi par génération, c'est-à-dire C'est une c'est transmission. une transmission, voilà, c'est une transmission, traditionnelle, quoi et j'ai appris comme ça, qu'ils disaient ça pour représenter cette idée-là. Et le fait aussi que c'est pas le plus important, que ce soit écrit, mais c'est que ça se ressente d'une certaine façon. Et j'ai donc utilisé cette expression-là pour donner le titre au film, parce que ça représente bien les conversations qu'on a eues, puisque le film est basé sur toutes les conversations que j'ai eues avec eux. Parce qu'au départ, je pensais pas faire un film. Oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'à la base, Ouais. c'était juste de les rencontrer. Et quel meilleur moyen de rencontrer quelqu'un que de juste l'écouter, en fait, et de dire, bah tiens, j'aimerais bien savoir qui tu es. Exactement. Donc ça m'a permis de les connaître et quand je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de vidéos, j'ai décidé de monter le film moi-même et de faire un film avec, quoi. Et justement, l'idée aujourd'hui, après cette sélection, notamment dans ce festival du documentaire du film asiatique, C'est pas un festival de un documentaire. festival, Non, c'est quoi? c'est un festival de films asiatiques. Ah, c'est un festival de films Oui, asiatiques. donc il y a une catégorie documentaire. Moi, j'étais dans la catégorie documentaire, nominé comme meilleur documentaire de 2024. Ouais. Et j'imagine que ça te donne envie aujourd'hui de le partager. Oui, donc je l'ai mis sur YouTube et il est visible sur YouTube, pour qui veut le voir, quoi. Et puis il y a aussi, bah, j'ai fait un autre film aussi sur ma vie en Chine qui montre aussi tout mon parcours, tout ce que j'ai fait à peu près, dans ces 20 années là-bas, quoi. C'est assez précieux comme témoignage parce qu'en même temps que ton parcours à toi, on voit aussi l'évolution d'un pays, comment le Oui. pays change, se modernise aussi, parce que j'imagine qu'il y a eu la Chine des années 2000 comme la France des années 2000 n'est pas la même que la France de 2025. Oui et puis en Chine, les choses vont très vite, donc les évolutions sont extrêmement rapides. Même, il y a la Chine d'il y a 5 ans et pas celle d'aujourd'hui. Là, ça va extrêmement vite. Dans les 2 documentaires, on peut voir ça. Mais surtout, c'est 2 choses différentes. Dans le documentaire sur les nazis, donc oreilles immergées, les yeux teints, le but, c'est vraiment enfin, pour moi, ça a été important d'avoir cette expérience. Ça m'a permis de fixer dans le temps un moment pour cet orchestre qui, dont la culture, de toute façon, risque de disparaître. Mais c'est quelque chose qui va rester, éternellement, quoi. C'est-à-dire qu'on peut revenir 100 ans, après, voir ce documentaire et se dire: «Ah, à cette époque-là, la musique était comme ça» et c'est ça que ce documentaire apporte. Les gens, à ce moment-là, en 2024, qu'est-ce qu'ils faisaient? Là, beh, ils faisaient ça et c'était comme ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant pour ça et parce que la plupart de ces gens qui sont dans l'orchestre sont très vieux et donc une partie de la culture va disparaître avec eux et Si, c'est probablement un des derniers témoignages de ça, quoi. donc d'autant plus précieux, Voilà. justement. Ouais, Ce témoignage qu'on peut déjà retrouver sur YouTube, sur ta chaîne Jangsan, mmh DJ plus loin SAN. c'est ça. Et aussi d'autres vidéos qui sont des témoignages de tout ton parcours. Mmh. Et on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'interview. J'aurais bien voulu qu'on continue à parler de plein de choses, mais l'idée, c'est peut-être de te retrouver prochainement en concert ou sur scène. Et surtout, ce que j'aimerais bien, voilà, c'est que tu nous fasses écouter un peu cet instrument assez étonnant, Voilà. qui est un mélange de plein de choses. Bah, c'est pas vraiment un mélange de plein de choses, mais en fait, c'est un instrument à 4 cordes que j'ai découvert donc à l'Opéra de Pékin et dont j'ai fait mon instrument principal, quoi et à un moment donné, à force de jouer sur scène, j'ai décidé de l'électrifier en utilisant le principe de la guitare électrique sur cet instrument-là, parce que les cordes sont en métal et d'en faire un instrument électrifié. Donc j'ai été, un un des premiers, voire même le premier en Chine à faire ça avec cet instrument. Ce qui a permis de moderniser cet instrument et après j'ai fait ça avec d'autres instruments, ce qui a permis à d'autres gens là-bas aussi de voir, qu'il était possible d'intégrer ce genre d'instruments dans la musique moderne, quoi. Donc ça c'est vraiment
Ce que j'ai fait beaucoup en Chine. Après, j'ai fait énormément de concerts basés sur cet instrument, sur les autres que j'avais électrifiés. J'ai tourné dans plein de festivals, j'ai tourné aussi dans d'autres endroits, Corée, Japon, etc. On en reparlera dans une autre interview. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Et là, pour l'instant, on va t'écouter. C'était Jungsan, donc que vous pouvez retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram aussi. Instagram aussi, je me suis remis aux réseaux occidentaux depuis pas longtemps, donc j'ai pas encore trop étudié le truc, mais oui, je me suis remis sur Instagram en tout cas, puisque ici tout le monde était sur Instagram. Merci beaucoup.